On dit souvent que l'argent fait tourner le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement face à la crise climatique ? Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut investir des sommes faramineuses dans la recherche, le développement et dans de nouvelles façons de fournir énergie, logement et nourriture à toute la planète. Les industries entières doivent être repensées et l'horloge tourne. Mais qui finance tout ça ? Une chose est sûre, on a tous un rôle à jouer. Parce qu'au fond, il s'agit aussi de notre argent. Ici, on va donner la parole à ceux qui savent comme tout cela fonctionne. Je m'appelle Janine Ullmann. Je suis présentatrice, journaliste et podcasteuse spécialisée en finance. Nous sommes actuellement à Amsterdam. L'an dernier, c'est ici, dans le quartier des banques, qu'ont eu lieu des grèves pour le climat. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des manifestations climatiques, avec les activistes derrière moi, rassemblés devant le siège de l'une des plus grandes banques néerlandaises. Ici, je vais rencontrer Nikki, celle qui a tout organisé. Salut, je suis Janine. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On fait une petite manif devant le siège d'ING. Tu vois ce gigantesque panneau là, où il y a écrit 29 milliards et demi ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est le montant qu'ils investissent encore aujourd'hui dans les entreprises liées aux énergies fossiles. Oh waouh, c'est énorme. C'est colossal. Quel est votre objectif ici ? Nous avons eu de nombreuses discussions avec eux ces dernières années, nous avons organisé plusieurs manifestations et rencontré les PDG, mais au final, rien n'a vraiment changé. Alors en janvier dernier, nous avons décidé de déposer une plainte en justice. Est-ce qu'ils vous écoutent ? Pas vraiment. Ils n'ont pas encore beaucoup changé. Ce sont vraiment des petits pas. Mais je pense qu'ils commencent à ressentir la pression. Nikki nous dévoilera tout à l'heure ce qui a récemment fait grand bruit à l'échelle mondiale. Un véritable coup d'éclat. Mais avant cela, nous allons échanger avec notre experte Lucie Pinson, bien connue en France pour avoir réussi à convaincre des banques de ne plus financer les entreprises liées aux énergies fossiles. Hello, Lucie. Bonjour Lucie, ça va ? Ça va. Merci d'être là. J'aimerais savoir, en ce qui concerne le changement climatique, pourquoi vous concentrez-vous sur les banques ? Les banques jouent un rôle central dans l'accès aux capitaux pour les entreprises. Et donc, dans un contexte d'urgence climatique où on sait qu'on doit rediriger l'intégralité des financements vers les solutions, les sortir des énergies fossiles et notamment arrêter tout financement au développement de nouveaux projets d'énergie fossile, il est indispensable de s'intéresser à ce que les banques font aujourd'hui de l'argent qu'on leur confie, puisque les financements qu'elles allouent aujourd'hui à l'économie sont en train de construire le monde de demain. L'Agence internationale de l'énergie a estimé les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050. Pour y parvenir, il ne devrait plus y avoir aucun nouvel investissement dans les combustibles fossiles. De plus, il faudra réorienter massivement les investissements, et pas seulement dans le secteur de l'énergie. Des études montrent qu'il faudrait investir chaque année d'ici 2030 entre 3 et 5 trillions de dollars, soit l'équivalent du PIB annuel de la France ou de l'Allemagne, pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Actuellement, nous sommes à moins de la moitié de ce montant. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le déficit de financement climatique. Et vous et moi, que peut-on faire ? Eh bien, figurez-vous que notre épargne a bien plus d'importance qu'on pourrait le croire. Saviez-vous que les ménages européens détiennent environ un tiers de tous les actifs financiers de l'Union européenne ? Ça représente, accrochez-vous bien, 35 trillions d'euros. Mais cet argent, où va-t-il ? Environ un tiers est placé dans des fonds de pension ou des assurances. Un autre tiers part dans des actions et des fonds d'investissement. Et le dernier tiers, ce sont des économies qui dorment tranquillement sur des comptes bancaires. Et c'est avec cet argent que les banques accordent leurs prêts. Alors maintenant, tu vas me montrer ton bureau, c'est ça ?
C'est ici l'endroit où travaillent toutes les personnes impliquées dans les affaires judiciaires. Salut tout le monde, bonjour, ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. So does your head... Donc c'est votre siège social. Oui, c'est notre siège social. I mean, I have to say, I guess, J'imagine que c'est un peu plus petit que le siège d'ING, non? right? Beaucoup plus petit. ING, c'est environ 60 000 employés. Ici, on est environ 150. Et je vois tous ces titres de journaux ici. Qu'est-ce qu'ils disent? La presse est-elle optimiste? How optimistic is the press? Les avis sont partagés. Certains sont plutôt sceptiques quant à nos chances de réussir. Mais c'est normal, c'est la première fois qu'on fait ça. Voici le dossier ING. Mais juste avant d'en parler, il y a quelques années, nous avons remporté une affaire révolutionnaire contre Shell. Ça a eu un impact mondial. Cette image illustre parfaitement la situation. Elle montre que des centaines d'organisations et 17 000 personnes se sont constituées co-plaignants dans cette affaire. C'était vraiment une affaire collective menée par nous tous contre l'une des entreprises les plus polluantes au monde. C'était la première fois qu'une entreprise était poursuivie pour son implication dans le changement climatique. Nous avons demandé à Shell de réduire ses émissions de moitié. Et cela ne concerne pas seulement leurs propres émissions, mais aussi celles générées par leurs clients. Par exemple, les personnes qui vont dans leur station-service, font le plein de carburant et utilisent ensuite leur véhicule. Nous leur avons demandé de réduire de moitié l'ensemble de ces émissions. Et maintenant, nous adressons une demande similaire à ING. Pour ING, il ne s'agit pas seulement de leurs propres émissions. Ce sont aussi les émissions qu'ils financent. Parce qu'en finançant des entreprises polluantes, ils financent indirectement ces émissions. Donc, nous demandons à ING de réduire également ces émissions de moitié. Mais bien, je vais te montrer ma partie préférée du bâtiment, le sous-sol. Hello, hello, hello. How are you? Vicky, let's go! There's a lot here. Regarde tous ces panneaux, je crois que c'est ce qu'on a utilisé pour l'affaire Shell. On assiste aussi à beaucoup d'assemblées générales d'actionnaires. Chaque année, ces réunions rassemblent les grosses pointures qui discutent de la manière dont ils vont régner sur notre avenir. C'est pour ça qu'il faut un costume adapté, non? Oui, exact. On y va à plusieurs centaines, tous habillés en costume élégant. Chacun achète une action. Sérieux? Oui, c'est ce qu'il faut faire pour devenir actionnaire. Moi, je suis actionnaire d'ING avec une seule action. Et on y va pour poser des questions sur le changement climatique. Vous appelez ça de l'activisme actionnarial, ou vous avez un autre terme? Oui, exactement. L'idée, c'est simplement d'entamer un dialogue avec eux. Si vous voulez changer une entreprise, la première étape, c'est d'avoir ce genre de discussion. C'est pour ça que les investisseurs institutionnels s'y mettent. Bien sûr, il faut savoir choisir ses batailles. Vous ne pouvez pas engager un dialogue avec tout le monde. Prenez Shell, par exemple. Après 30 ans d'engagement, ils ne vont pas changer, c'est évident. À un moment, il faut couper les ponts et désinvestir. Mais pour les investisseurs institutionnels, commencer par l'engagement reste une bonne stratégie. Avec les entreprises où il y a encore une chance de faire bouger les choses. Et moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire, évidemment, je pourrais changer de banque. Ça serait la solution la plus simple, j'imagine. Mais quoi d'autre? Oui, tu peux changer de banque ou utiliser l'argent que tu as pour investir dans des fonds verts ou des startups écologiques, par exemple. Mais tu peux aussi pratiquer ce genre d'activisme toi-même. Plutôt que de te limiter à changer ton propre comportement, tu peux pousser une organisation ou une entreprise à changer le leur. Tu peux participer à des manifestations, rejoindre une ONG ou même venir avec nous aux assemblées d'actionnaires. Ça pourrait être amusant. Oui, tu pourrais tout à fait le faire. Alors je dois reconnaître que c'était vraiment intéressant d'être ici et de découvrir tout ça. Et surtout, ça me donne un peu d'espoir quand je vois que des activistes pour le climat peuvent réellement inciter de grandes entreprises comme ING à s'engager sur des objectifs ambitieux comme celui de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais une question importante subsiste. Qu'est-ce que nous, à titre individuel, pouvons faire? Changer de banque? Rejoindre une ONG? On a vu dans le graphique tout à l'heure qu'un tiers des patrimoines privés est investi. Donc la vraie question c'est, dans quoi choisit-on d'investir cet argent? Moi, par exemple, j'investis dans des ETF. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'anime un podcast, Female Finance, depuis plusieurs années.
où je parle souvent de ces sujets, notamment de la retraite, parce que c'est un enjeu qui nous concerne tous. Mais pouvons-nous vraiment influencer les entreprises avec l'argent que nous investissons en elles? C'est la question que j'ai posée à notre expert, Julian Kölbel. La solution la plus simple, à laquelle beaucoup pensent en premier, c'est de se dire « Ok, j'investis dans un fonds vert qui lui-même n'investit que dans des entreprises vertes. Voilà, c'est mon impact personnel. Toutes les entreprises de mon portefeuille sont vertes. C'est génial. Il n'y a aucun mal à cela. Ça donne bonne conscience à certains. Mais si on y réfléchit vraiment, on réalise que oui, on fait sa part, mais qu'est-ce qui change concrètement? Prenons par exemple Vestas, qui fabrique des éoliennes. C'est une bonne chose pour les énergies renouvelables. C'est vert. Mais si j'achète toutes les actions de Vestas, je dois forcément les acheter à quelqu'un. Peut-être à toi, par exemple. Au final, rien n'a vraiment changé. On a simplement échangé des actions entre nous. Et c'est là tout le problème. Les actions, tout comme les obligations, sont négociées sur un marché secondaire. Cela signifie que les entreprises ont déjà levé leur capital. Ce que nous faisons ensuite, c'est simplement échanger ces actions entre investisseurs. Julian Kölbel nous a d'ailleurs confirmé que la durabilité est une tendance considérable chez les investisseurs, de plus en plus d'ailleurs ces dernières années. J'ai quand même été un peu surprise par ce qu'il a dit sur l'impact, c'est-à-dire sur les effets réels. Notre impact en tant qu'investisseurs et investisseuses ne correspond pas directement à l'impact de l'entreprise dans laquelle nous investissons. Ce qui compte, c'est de savoir si notre investissement permet de changer quelque chose. Or, acheter des actions d'une entreprise sur le marché secondaire ne modifie en rien son impact sur le climat. Ce qui peut vraiment faire une différence, c'est exercer une pression pour encourager les entreprises à évoluer, notamment par le biais de l'engagement actionnarial. C'est pourquoi il peut même être judicieux d'investir dans des entreprises qui ne sont pas encore durables. Quand on parle de changements concrets liés à son investissement, on parle d'investisseurs d'impact. Et pour y parvenir, il existe principalement deux approches. Améliorer l'existant, par exemple en investissant dans un fonds dont les gestionnaires s'engagent activement auprès des entreprises. Ou favoriser l'émergence de nouveaux projets, ce qui ne passe pas par le marché secondaire, mais par des financements directs, comme des prêts, le crowdfunding ou des fonds de capital risque. Il existe désormais des plateformes en ligne permettant d'investir directement dans des entreprises. C'est l'une des options disponibles. C'est pourquoi je me trouve ici, dans le nord de la France, à Calais, pour rencontrer Anne-Gaëlle Charvet, directrice générale du groupe solidaire Schenley, une entreprise de construction pas comme les autres. Je viens de mentionner qu'il existe aujourd'hui des plateformes de crowd-investing et grâce à l'une d'elles, vous avez réussi à récolter une somme impressionnante, 1,3 million d'euros. Qu'est-ce qui rend votre projet de construction si spécial? Alors voilà, les maisons chaînées, elles sont très spéciales effectivement, elles sont toutes construites en bois, c'est des maisons sociales et écologiques. À la fois écologique et sociale, j'aimerais vraiment voir ça. Est-ce qu'on peut visiter un logement? Eh bien allons chez Monsieur Meuret, Oui. c'est parti. Ouais. Parfait. Ah, c'est ici qu'habite Monsieur Muret. Oui, ici on est dans une rénovation où on voit il y a une partie qu'on a rajoutée en bois là-haut et derrière. C'était pour agrandir la maison. Il y avait 2 personnes qui vivaient dedans, maintenant il y en a 9. Hello. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est par là. Merci. Janine, ici tu peux voir le bois, c'est du peuplier. Là, on a fait le plafond en bois. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de vivre ici? J'ai la bonne fortune d'avoir pu m'établir dans un logement permanent à prix modéré, donc je suis très content. Par rapport à votre mode de vie précédent, qu'est-ce qui vous fait dire que la construction ici est plus écologique? Tout d'abord, je n'avais pas du tout compris et il a fallu m'éduquer. Mais une chose que moi j'ai remarqué, c'est que la structure résiste au changement rapide de température. Anne-Gaëlle, comment peut-on voir ici que la rénovation a été faite de manière écologique?
Alors, ce qu'on voit ici, on voit l'épaisseur des murs qui permettent l'inertie, qui font que quand il va faire chaud, à l'intérieur du logement, il va faire frais. Et quand il fait froid à l'extérieur, on garde de la chaleur à l'intérieur. Alors si on veut, on peut aller voir comment, ici on est dans une maison rénovée, on peut aller voir comment c'est fabriqué à l'usine. Ok, nous voilà dans votre fabrique. C'est ici que les maisons sont construites. Tu vois là, ici on va retrouver les murs, c'est ici que sont fabriqués les murs de nos maisons. On retrouve ce qu'on a vu ce matin, tu vas retrouver l'épaisseur des murs dans lequel il y a de la paille, et puis tout en bois. Là, ça permet de faire l'étanchéité à l'air, c'est ça qui va faire qu'après dans le logement, il fait très chaud, ou très frais selon la période. Et ça sent super bon ici aussi. C'est vraiment comme dans un atelier de menuiserie. L'impression que ça donne. Ouais. On peut jeter un œil? Allons-y. Là, tu vois, ils sont en train de faire des ossatures bois dans lesquelles ils vont mettre après de la laine de bois, l'isolant. Puis après, tout est rassemblé sur chantier. Tout ce qui a été préfabriqué en atelier est assemblé sur chantier très rapidement. Ce sont de beaux appartements, des appartements écologiques pour les personnes dans le besoin. Ça ressemble un peu à un projet Robin des Bois. Mais est-ce que c'est rentable? Ouais, alors l'objectif c'est d'être rentable. En fait, on est une activité de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, on va avoir une rentabilité, mais on a aussi de l'impact. On a l'impact social et environnemental. C'est pourquoi de nombreuses personnes vous ont donné de l'argent. Comment ça s'est passé exactement? Alors ils nous ont connus à travers la plateforme Lita, qui est une plateforme de crowdfunding. C'est eux qui ont fait l'intermédiaire et qui ont parlé de nous, qui ont communiqué sur nous. Cette plateforme, j'aimerais bien la voir. Tu me la montres? Ouais, allons-y, je te montre. Je te suis. Merci. Maintenant, bien sûr, je voudrais aussi savoir comment fonctionne l'ITA. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Alors l'ITA, c'est une plateforme de financement participatif sur lequel les gens vont investir et ils vont pouvoir investir dans nos sociétés en direct. Il y a des projets sur l'ITA qui sont plus sociaux, comme le nôtre. Enfin, on est social et environnemental, sur lequel la rentabilité elle va être assez faible. Et puis il y a aussi des projets à fort impact environnemental, où il y a une rentabilité qui peut être supérieure. Et avec quel montant peut-on commencer à investir? Là, sur l'ITA, on peut mettre des toutes petites sommes. On commence à 100 €, nous. Chaque entreprise propose un montant, mais en tout cas, ça peut être sur des petites sommes et puis ça peut aller jusqu'à des grandes sommes. Mais quoi qu'il en soit, ça a de l'impact parce que nous, ça nous permet de construire. D'accord. Donc on peut commencer à investir ici avec 100 €. Mais je pense que peu importe que ce soit un petit montant ou une somme plus importante, au final, c'est de l'argent qu'on a durement économisé. Et c'est pour ça que c'est super de pouvoir en faire quelque chose qui a un impact positif, notamment en matière de durabilité. Mais évidemment, ce qui compte aussi beaucoup pour moi, c'est la question de la sécurité. Et je me demande donc si c'est vraiment une option recommandable. Et pour le découvrir, je vais poser la question à Nicolas Corr. Merci beaucoup. Merci. Hi Nicolas. Salut Nicolas, ravi de te voir. Hi Janine. Dis-moi, tu travailles, ou plutôt vous travaillez pour un think tank indépendant. Et vous vous penchez sur la question de savoir comment aligner les marchés financiers avec les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Est-ce que tu me recommanderais, ou nous recommanderais, d'investir dans une plateforme de crowd-investing? Alors, bonne nouvelle pour commencer, tu n'es pas la seule. Selon nos enquêtes, 50% des Européens souhaitent réellement avoir un impact positif avec leur épargne. La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup d'entre eux, que ce soit à travers les conseils en investissement ou via les promesses marketing de certains fonds, sont mal informés, voire induits en erreur lorsqu'il s'agit réellement de générer un impact.
Le crowdfunding ainsi que les fonds de capital risk peuvent donc être une classe d'actifs très intéressante pour toi en tant qu'investisseuse orientée vers l'impact. Est-ce qu'il faut y investir tout ton argent? Absolument pas. Il faut bien garder à l'esprit que ces investissements comportent des risques élevés, même s'ils peuvent parfois offrir des rendements intéressants. En règle générale, on te conseillerait d'y consacrer 1 à 5% de ton portefeuille total. Mais bien sûr, cela dépend entièrement de ta situation financière personnelle. Ok, donc résumons ce que nous ont dit nos 3 experts sur ce que l'on peut faire, nous tous, pour que notre argent ait un impact positif sur le climat. Premièrement, vérifiez les fonds verts et privilégiez ceux dont les gestionnaires s'engagent réellement, par exemple avec des ETF ou pour votre épargne retraite. Deuxièmement, si vous avez de l'argent à investir, maximisez votre impact en le mettant directement à disposition des entreprises, que ce soit via des fonds de capital risque investissant dans des startups vertes ou grâce au crowdfunding. Troisièmement, le moyen le plus simple que tout le monde peut adopter concerne votre compte épargne. Les banques utilisent cet argent pour accorder des prêts aux entreprises. Ainsi, tout comme il est important de réfléchir à nos dépenses, il est tout aussi essentiel de se demander ce que nous faisons de l'argent que nous ne dépensons pas. Nous arrivons maintenant à notre dernière étape. Nous sommes à Kaiserslautern. Il existe des petites banques qui promettent que notre épargne est investie de manière exclusivement durable. C'est pourquoi je me trouve ici, dans ce que je décrirais comme une colocation un peu atypique. Hi. Salut, c'est toi Célina? Salut, je suis Janine. Depuis combien de temps travailles-tu dans les services de soins? Chez Kessler Andorn depuis environ 1 an. Et dans les services de soins, ça fait presque 10 ans. Ah, super. Et qu'est-ce qui rend cette colocation si particulière? Ici vivent des personnes atteintes de légers troubles de la mémoire, qui peuvent encore gérer leur quotidien de manière autonome. Mais elles ne sont pas seules, elles sont accompagnées. Hallo. Bonjour. Hallo, hallo. 136 à 84. C'est bien? C'est bien. À quel point votre vie actuelle est-elle différente de celle que vous aviez avant? Oui, quelle est la différence? Ici, j'ai de la compagnie, alors que chez moi, j'étais toute seule. Vous voyez, je suis très satisfaite. Tu dois y aller maintenant. Où vas-tu? Chez des clients en dehors de notre résidence pour seniors, qui vivent encore à domicile. Ah d'accord, donc tu fais aussi des visites à domicile. Et tu utilises ça pour te déplacer? C'est une voiture électrique? Salut! Donc, comme vous le voyez, Célina se déplace de manière écologique avec un véhicule électrique. Son employeur a investi dans diverses initiatives écologiques, en collaboration avec la banque Triodos. Pour en savoir plus sur ces actions et leur fonctionnement, je vais rencontrer le directeur de service de soins ainsi que le conseiller bancaire. C'est mon comité d'accueil ici? Oui, bonjour Madame Ullmann. Bonjour, Monsieur Schoner, Monsieur Stieber. Vous êtes près des bornes de recharge. J'ai déjà remarqué que le personnel utilise des véhicules électriques. Et vous, en tant que directeur aussi? Oui, bien sûr, et même de préférence le vélo électrique. Je suis très curieuse là. Mais avant de parler de votre collaboration, Monsieur Schoner, quel lien y a-t-il entre les soins et le climat? Bien sûr, on peut nous aussi apporter notre contribution. Je pense que c'est la moindre des choses. On se déplace en voiture pour nos tournées, alors on s'est dit pourquoi ne pas rouler à l'énergie solaire? Et vous avez aussi une très bonne idée commune, notamment en ce qui concerne l'octroi du crédit. Qu'est-ce qui rend ce crédit si particulier? Oui, à la banque Triodos, nous finançons exclusivement des entreprises et des projets durables. Parce que dès la création de notre banque, notre objectif était de promouvoir un changement positif dans la société
en ayant non seulement un impact social, mais aussi des effets écologiques positifs. Comment avez-vous appliqué cette philosophie à ce crédit? Ce qui rend ce financement particulier, c'est qu'on soutient ici une entreprise sociale qui souhaite également avoir un impact écologique, donc un impact positif, notamment avec l'installation de panneaux photovoltaïques. Nous avons pu le réaliser grâce à une garantie du Fonds européen d'investissement. Cette garantie nous a permis de sécuriser le crédit, de rendre le taux d'intérêt plus avantageux et ainsi de libérer plus de ressources pour les soins sociaux. De plus, nous collectons les données liées aux économies de carbone réalisées. Ici, par exemple, on collecte les consommations d'énergie et d'électricité des entreprises que nous finançons. C'est une approche que nous appliquons à l'ensemble de notre portefeuille. Nous surveillons régulièrement les émissions de CO2, qu'il s'agisse des nôtres ou de celles de nos clients, et nous en faisons un rapport dans nos bilans annuels. C'est vraiment passionnant. Merci de nous avoir permis de jeter un œil ici. Je trouve impressionnant de voir à quel point le social et l'écologique se rejoignent dans tant de domaines différents. Et bien sûr, tout au long de ce reportage, on se pose la question, quel est le lien entre le climat et notre épargne? Pour conclure, je vais poser cette question une fois de plus à nos experts. L'éducation financière est cruciale. Et si on veut avoir un impact avec ces investissements, ça ajoute une couche de complexité supplémentaire. Il est donc d'autant plus important de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. Que fait ma banque avec mon argent? Que sont le marché primaire et le marché secondaire? Et quelle est ma place en tant qu'investisseur, sur ce marché? La plupart des gens se posent dès lors la question « et maintenant ?» Où trouver des informations pour passer concrètement à l'action? C'est justement l'objectif que nous nous sommes fixés il y a 5 ans en lançant un projet appelé My Fair Money. C'est un site web où l'on peut trouver toutes ces informations provenant de sources indépendantes et avec un objectif non commercial. Nous sommes une organisation à but non lucratif, entièrement financée par des fonds publics, avec une seule mission, aider les gens à investir leur argent de manière plus durable. Ah oui, je vois. Il y a un cours d'introduction avec des vidéos explicatives, ainsi qu'un questionnaire pour définir ce qui est important pour moi personnellement. Ensuite, il y a 2 bases de données. L'une est axée sur des produits à fort impact, comme les investissements en crowdfunding, les fonds de capital risque, mais aussi les comptes bancaires. Et puis, il y a une autre base de données qui regroupe tout type de fonds provenant de toute l'Europe. On peut aussi rechercher des fonds spécifiques. Par exemple, si l'engagement sur les questions climatiques m'intéresse, je peux appliquer un filtre en ce sens. C'est pratique. Que vous décidiez ou non de changer de banque ou de bouger vos produits d'épargne, il va falloir aussi maintenir la pression sur les autorités européennes et donc sur les gouvernements nationaux et leur demander des comptes concernant ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas pour mettre la finance au service de la planète et des populations. C'est passionnant. Et peut-être que vous êtes comme moi. J'aimerais que le climat soit davantage pris en compte lorsqu'il s'agit de mes finances. Et bien sûr, on a appris que les billions nécessaires à la transformation de l'économie doivent être investis par les entreprises, ce qui est encore trop peu le cas. Mais ce que l'on peut faire, c'est tout de même inciter le changement et ne pas se dire que mes quelques euros ne servent à rien. C'est finalement comme les manifestations pour le climat, par exemple. Plus il y a de participants, plus l'impact est grand. What's strong is the truth I'm feeling. It's funny that